ETVciens, ETVciennes, bonjour, merci d'arrêter de regarder les autres chaînes de télévision locales. Vous êtes bien sûr sur ETV si vous nous regardez, vous êtes sur EFM Radio si vous nous écoutez. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur internet et notamment sur les réseaux sociaux. Voilà, l'adresse s'affiche ci-dessous, efm-etv.com. Cette semaine, comme chaque semaine dans Face à la presse, nos confrères de la presse écrite ont répondu présent. André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antilles, et Jean-Luc Goubin, journaliste à Nouvelle Semaine et rédacteur en chef de Coco News, sont présents. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue, merci de votre présence, comme chaque lundi, chaque semaine. Alors André-Jean va commencer par un petit top 5 avant de commencer. Top 5 de quoi? Un top 5. Alors le top 5 de cette semaine, pouvez-vous s'il vous plaît, nous dire quelles sont les 5 personnes les plus influentes selon vous en Guadeloupe. Alors, numéro 5, on commence à l'envers. Numéro 5. Teddy Riner. Numéro 4. Henri Joseph. Numéro 3. Bruno Blandin. Numéro 2. Josette Borel-Lacertin. Et le numéro 1 des personnes les plus influentes en Guadeloupe selon André-Jean Vidal, c'est... Non, c'est selon le verdict des urnes il y a quelques mois, c'était Harry Chalus. Alors, je ne sais pas si c'est toujours lui. Donc pour vous, c'est la personne la plus influente actuellement apparemment, en Guadeloupe. Oui, peut-être. D'accord. Et alors vous, Jean-Luc, qui êtes entouré de femmes, en bas, on va changer un peu la question. Pour vous, quelles sont les 5 femmes les plus influentes en Guadeloupe? Merci de m'avoir réservé le classement pour les femmes, Jean-Yves. Alors, numéro 5. Numéro 5, Marie-Gustave. Numéro 4. Colette Coury. Numéro 3. Paul Langevin. Numéro 3. Numéro Paul 2. Langevin. Je vous ai taquine. C'est numéro 2. Numéro 2, Marie-Luce Panchard. Et numéro 1 des femmes les plus influentes en Guadeloupe, selon Jean-Luc Goubin, c'est... Josette Borel-Lacertin. Voilà. Encore victoire sur les urnes. Exactement. Bon. Merci, messieurs. Alors, on commence par le proverbe et la citation de la semaine que vous avez mûrement travaillé et cherché la semaine dernière. André-Jean. Pouvoir, vouloir, savoir, 3 mots qui mêlent le monde. Victor Hugo. D'accord. Et on va voir si Jean-Luc fait mieux. Mieux. Alors, il est parfois moins admirable d'user de son pouvoir que de se retenir d'en user. C'est une citation d'Henri de Monterland. Alors, on a dit que c'était trop long. Non, mais il fallait le faire plus court. C'est appréciable. Il est parfois moins admirable d'user de son pouvoir que de se retenir d'en user. Bon. Bien. On enchaîne sur cette émission. Alors, depuis le début de l'année, nous avons reçu ici dans cette émission, face à la presse, des avocats, des magistrats, des chefs d'entreprise, des politiques de droite, de gauche et du centre. Et pour la deuxième fois cette semaine, nous recevons monsieur Victorin Lurel, car oui, lundi dernier, nous avions eu un petit problème technique avec notre enregistreur et nous avons dû être dans l'obligation de retourner cette émission. Donc, bonjour, monsieur Victorin Lurel. Bonjour. Toutes nos excuses encore pour l'émission de... Elles sont acceptées, mais c'est la première fois que vous me recevez dans ce format-là, avec cette introduction-là, avec des formules d'écrivain, un classement fait. J'avoue que c'est original et c'est... Mais justement, que pensez-vous de votre classement des femmes politiques? Non, c'est subjectif et c'est conforme à ce qui se fait. C'est en général les hommes et les femmes politiques, les sportifs, les chanteurs, qui sont les mieux classés. Quelquefois, les caritatifs, c'est les humanitaires qui sont souvent les plus plébiscités. C'est un peu conforme. Monterland, citer Monterland, certains ne veulent pas trop citer Monterland. Je suis très viril, de la tauromachie. Écrivait admirablement. Ouais, donc c'est bien de ressusciter Monterland. Alors vous savez, ici dans cette émission, nous avons une tradition, c'est que nous demandons à l'invité de se présenter. Mais bon, vous avez déjà tout le monde vous connaît, vous avez une page wiki. Donc j'ai simplement une question à vous poser. D'où vous vient ce surnom de Toto? C'était le nom savant de mon grand-père. Il s'appelait Victorin et on l'appelait Toto. C'est tout de suite. Et c'est mon père qui a voulu ça. Mais je préfère Toto à Victorin.
Les gens croient être familiers avec moi lorsqu'on m'appelle Toto, en croyant que c'est intime. Non, c'est un vieux habitant, tout le monde m'appelle Toto. Je réagis plus facilement à Toto d'ailleurs. Et puis, bon, ça fait enfant, mais je trouve ça plus mignon. Victorin, c'est... Pourquoi Toto exactement? Pourquoi? Non, c'est comme ça. Dans les campagnes, vous avez un nom savant, hein. Tout le monde, hein, parfois c'est un peu détestable. Mais là, Toto, bon, ça fait espiègle, ça fait... bon, les gens me connaissent peu parce que, bon, je ne me prends jamais au sérieux, sauf lorsqu'on est dans la fonction. Lorsqu'on est en fonction ou en responsabilité, vous faites ça avec quelque gravité, mais pour le reste, parfois on peut être un bon déconoscope et parfois à plein tube. Pas question donc de vous appeler Toto en plénière. Si ça arrive quelquefois. mais D'accord. Bon, on embraye cette émission avec une question tout de suite d'André-Jean Vidal qui s'est battu pour poser la première question. Allez-y, André. Sans blague. Oui. Sans blague. Si vous aviez analysé la campagne des régionales, cette campagne qui a vu, il faut le dire, hein, votre échec, oui. La montée de quelqu'un d'autre, qui a peut-être été sous-estimé, le travail qui a été fait ou qui n'a pas été fait par vos amis maires, sur lesquels vous comptiez beaucoup, si vous deviez commenter cette élection. Non, je ne sous-estime jamais un adversaire, surtout lorsqu'il est populiste. Jamais. Surtout lorsqu'on parle selon l'attente de l'interlocuteur. Vous voulez entendre ça, on vous le dit. Vous voulez supprimer le chômage, on va le supprimer. M. Burel n'a rien fait. Les embouteillages, c'est affreux. Je vais vous supprimer ça. On commence d'ailleurs par dire qu'on supprime la boucan. Il y a de la délinquance, on va supprimer ça. Il y a du vent, du sable dans le vent du Sahara, on va oublier ça. Le chômage, on va supprimer ça. Les gens écoutent ça. Ce discours-là qui correspond à ce que les gens attendent, parce que les gens souffrent, de croire qu'au poste de responsabilité, il n'y a plus de distinction, il n'y a plus de division de compétences. Vous pourrez tout faire. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas démissionné, en sachant que c'est impossible. Et c'est la raison pour laquelle, j'ai les phrases, je le dis très clairement mensongère que j'entends, je ne peux rien faire parce que M. Lurel a tout coulé, il a tout ruiné, c'est détestable, je ne peux rien faire. 52 millions d'excédents. 52 millions d'excédents, le voilà ici, votre caméra est bien là, 52 millions, page 5, oui, mais attendez, ah oui, c'est gros, en page 5, 51 millions 8, 52 millions, et voilà le rapport fait par celui qui a bien gagné, pour être précis, et les 52 qui millions, a gagné sur les bases que l'on les sait. 52 millions qui sont là, c'est ce qu'il y avait en caisse. C'est ce qu'on laisse c'est ce que l'on laisse. Parce que imaginez si c'était un déficit, mon Dieu, que n'aurais-je entendu? J'ai même dit, on va faire, mais je suis généreux, je ne vais pas faire un impôt Lurel comme il l'avait fait un impôt Chevry. Non, il ne peut pas le faire. Pendant 11 ans, on a choisi, nous, c'est un parti pris politique de ne pas augmenter l'impôt. On ne l'a pas fait. Rappelez aux téléspectateurs l'impôt Chevry. Oui, non, mais ça c'est de l'histoire. Il y avait un gigantesque déficit. Il y avait 65 millions de déficit, alors qu'on m'avait laissé un excédent de 11 millions. On avait manipulé les comptes. C'est la Chambre régionale des comptes qui a établi. Donc on a dû faire un impôt Chevry pendant à peu près 1 année et demie. Et ensuite, on a baissé la pression fiscale plus bas que ce qu'on avait trouvé. Et pendant 11 ans, on n'a pas augmenté les impôts. Après le mouvement social de 2009, on a fait un prêt de, je crois, 75 millions. Ensuite, on a eu un rythme permanent d'emprunt. Et ça s'appelle comme ça. C'est un régime d'emprunt qui est astucieux. Vous remboursez en annuité 20 millions, mais vous empruntez 20 millions. Votre encours n'augmente pas. On a fait 125 millions pour maintenir l'activité. Et vous venez d'entendre l'IEDOM de dire que 2015, c'était mieux. Ça commence à être mieux. On ne dit pas que c'est bien, comme certains veulent le prêter au président Hollande. Il dit ça va mieux, ça ne veut pas dire pour autant que ça va bien. Eh bien, ça va mieux, c'est quand même notre politique, parce qu'on a soutenu l'activité. Et on maintient tous les ratios. 52 millions, une capacité de désendettement qui est de 5 années 2, 3 fois moins que le plafond qui est de 15 années. Vous êtes sûr endetté si vous avez 15 années pour rembourser votre encours d'endettement. Ce n'est pas le cas. Ensuite, on sait une chose, toutes les collectivités ont ce qu'on appelle un effet ciseau.
le croisement, les dépenses augmentent et les recettes n'augmentent pas autant. Donc vous avez une épargne nette qui diminue. Mais on laisse 37 millions d'épargne nette. Bien sûr que c'est 10 millions de moins que l'an dernier. Mais quel est le problème? Ça veut dire, lorsque vous avez financé autant d'investissements, il vous reste encore, lorsque vous avez remboursé vos emprunts, lorsque vous avez remboursé les intérêts, il vous reste 37 millions pour de nouveaux investissements. Mais aujourd'hui, le président de région peut emprunter 23 millions plus que moi. Il a plus d'argent que j'avais. Il ne lit pas ses propres documents et c'est ce qui est dramatique. Mais quel est l'intérêt de dire qu'il n'y a pas d'argent de détruire alors qu'il y a 51 millions? Non, on se rend compte qu'on a été élu sur des bases mensongères et qu'on a dit qu'on fera tout. Et donc il faut bien surcharger la barque du prédécesseur pour dire si je ne fais rien, c'est parce qu'il a coulé. C'est une campagne de communication, c'est plus que dangereux, ce sont des méthodes de voyous. Je pèse mes mots. Ce sont des méthodes de voyous. Pourquoi? On envoie un ordre du jour pour les 28 et 29 juin. Vous mettez premier point de l'ordre du jour, PV, bien entendu, puis audit. L'audit a été fait par un cabinet, me dit-on, M. Klopfer. Combien que ça a coûté, je n'en sais rien. La presse l'a déjà reçu, peut-être que vous l'avez, messieurs. Moi, le leader de l'opposition, je ne l'ai pas. Mes collègues ne l'ont pas. Et j'entends ce matin sur une radio commenter, il y a une brutale dégradation de la capacité de désendettement. Enfin, il suffit de lire les documents qu'il a envoyés, les voilà. Tout là contredit ces mensonges-là. 52 millions. Imaginez si j'avais laissé un déficit. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu? Alors, pour faire oublier cet excédent, on met en avant un audit. Bon, ce que je demande au président, j'espère qu'il me regardera. Premièrement, je lui demande un débat. Il a refusé un débat pendant la campagne. Aujourd'hui, il est entouré d'experts. Je n'ai pas d'experts. Il est entouré d'experts, il a tous les documents. Je lui demande donc un débat devant les Guadeloupéens pour faire la part des choses, pour qu'on voit, je possède mes dossiers. Ce que je lui demande aussi, de respecter les textes, s'il ne veut pas respecter la démocratie, de nous envoyer le document. On doit respecter 12 jours francs. Pour la remise des documents. Pour la remise des documents. Celui-là, on l'a reçu limite. On l'a reçu limite. Il faut 12 jours francs. Ça ne fait pas 12 jours francs, mais on ne va pas faire de querelle pour ça. Mais l'audit, on n'a pas reçu. En revanche, la presse commence à en parler. Mais d'autant plus, ce qui est grave, il connaissait les conclusions avant même de lancer l'audit. Et il répète une sorte d'antienne, à répéter une sorte de ritournelle. Eh bien oui, la capacité de désendettement augmenter. Mais bien sûr, je l'ai fait délibérément, sans surendetter la région. Deuxièmement, alors on ne dit plus ça, parce qu'on est un peu gêné, qu'il a trop engagé, donc il a surchargé la barre pour l'avenir. API, les CP, les autorisations de programme pour les investissements, les autorisations d'engagement pour le fonctionnement. Il reste 591 millions sur plusieurs longues années. Et il y a des engagements qu'on peut annuler. Et sur le fonctionnement, 191 millions. La Martinique, c'était 23 milliards. Oui, mais sur les recettes de la région Guadeloupe, elles sont à combien aujourd'hui? Les recettes? Les recettes. Alors, vous avez, qu'on fait les deux budgets cumulés, hors les charges les écritures d'ordre, vous êtes à peu près à 500 millions, 470 millions en recettes et moins en dépenses. Donc c'est un petit budget, un demi-milliard. Avec l'emprunt, ça a augmenté. Voilà, donc vous avez ici, par exemple, ici, voilà, vous avez ce que je vous dis, ici, là, vous avez toutes les recettes. Ensuite, vous avez l'épargne nette avec des erreurs dedans. Il y a une ligne sur 514 millions les recettes. Ils mettent 75. Non, ça c'est les recettes réelles. Ici, là, enfin, on ne va pas rentrer dans. On a à peu près 55 millions de non affectés. En fait, là, c'est 504 millions. Et ensuite, ils n'ont pas perçu 10 millions de l'emprunt. C'est un peu curieux quand même. On fait 125 millions, mais on encaisse, alors que c'est perçu le 9 décembre. Le 9 décembre. On met 100 millions au BP, budget primitif. Au budget supplémentaire, on met 25 millions. Mais on n'encaisse que 115 millions. On laisse 10 millions de côté. Alors que l'argent est entré dans les caisses le 9 décembre. C'est pour changer les ratios.
Mais ça, c'est de la technique. On aura l'occasion de le faire. Malheureusement, pour des motifs que vous savez déjà, j'ai des amendements très importants sur la loi égalité réelle. Je dis à la Guadeloupe, je ne serai pas là. Pourquoi suis-je en train de dire ça? Comme pour m'excuser par avance. J'ai entendu un de vos confrères sur une autre télévision dire « M. Lurel a brillé par son absence ». Alors que j'avais dit « Pour quelle raison je serai à l'Assemblée nationale pour défendre de très grands textes ?» Entre l'histoire, sans être trop peu modeste, et les cancans auxquels j'aurais droit, je choisis l'histoire, d'aller défendre le renforcement, si j'ose dire, donner une force pénale à la loi Taubira, permettre aux associations de mieux ester en justice pour lutter contre toute apologie de crimes contre l'humanité, notamment l'esclavage, de faire en sorte que lorsqu'il y a un recensement des actes anti-noirs, comme pour antisémites, islamophobes, anti-roms, etc., il y a un angle mort dans la législation, on tente de le fermer, ce sont mes amendements, mais si vous voulez, on reviendra. Donc je ne serai pas là les 28 et 29, mais mes collègues sont là, ils connaissent parfaitement vous allez nous expliquer exactement ce que vous allez défendre à Paris. André-Jean Vidal, vous aviez une deuxième question? Moi, j'étais un petit peu étonné au cours de cette... on va revenir un peu sur la campagne électorale, si vous permettez. J'étais un petit peu étonné de voir que les maires sur lesquels vous comptiez beaucoup, les maires de votre obédience politique, n'ont pas, ils ont joué le jeu sur l'estrade, mais ils n'ont pas joué le jeu dans les sections. C'est l'impression qu'on a. Il y a eu peut-être une faute de trop grande assurance. Oui, voilà. Et je l'ai dit, j'ai des textos pour le prouver en disant, messieurs, vous avez affaire à un populiste, les gens écoutent ça, il est populaire, populiste mais populaire, il sait faire dans une foule, il fait 60 000 voix. On m'a dit, qu'est-ce que tu dis? Mais non, Jalton n'a pas fait 17 000 voix, Blaise Aldo Panchard n'a pas fait 19 000 voix en 2010. Je dis, mais c'est pas 2010. Là, vous avez affaire. Mais on vient de gagner les municipales, on vient de gagner les cantonales, tu gagnes au premier tour. J'ai été peut-être le seul sceptique à dire, non messieurs, il faut une meilleure mobilisation. C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'assurance, je les connais tous, je sais ceux qui ont travaillé, ceux qui ne l'ont pas fait. J'ai tout assumé en disant c'est moi le responsable. Je n'accuse personne. On le voit d'ailleurs dans leur commune. Il y a des communes où... oui, mais il y a quand même une différence. Là, on va entrer en sciences politiques. Il y a toujours un découplage entre l'élection régionale et l'élection municipale. Un maire peut être aimé et suivi par sa population, mais la population est libre quand il s'agit de régionale ou de législative, et même de présidentielle. Ils sont libres. Et donc, un maire peut avoir fait le travail et n'être pas suivi. Bon, mais peut-être que certains auraient pu mieux se mobiliser. Cela étant, j'ai même fait l'hypothèse, c'est où j'inflige 4000 voix d'avance, ou c'est lui qui me le fait. Ça a été 3456 voix, avec quelques trahisons célèbres, sur lesquelles je ne me suis jamais expliqué, notamment pour Marie Zetzol à Grandbourg. Si j'avais à recommencer et perdre l'élection, je ferais ça. Parce que trahir tout le temps et se prêter, si j'ose dire, les vertus de la loyauté, non. Non, je préfère encore dire ça. Je suis un homme franc, je suis entier, je dis les choses. Mais je ne me suis jamais expliqué. Je m'expliquerai un jour. Et c'est pas glorieux. En fait, c'est votre stratégie personnelle qui n'a pas marché. Probable. Quand vous perdez, vous devez assumer. Il faut être modeste. J'ai mes défauts, j'ai mes faiblesses, j'avais l'usure. Un troisième mandat. Bon, peut-être qu'on n'aime pas ça non plus. Et puis, il y a une telle propagande comme qu'on avait mal fait. S'il y a une chose dans ma petite vie dont je suis fier, c'est ce qu'on a fait à la région. On n'a pas détérioré les ratios. On n'a pas, si j'ose dire, surchargé l'avenir. On a investi, on a fait de belles choses. Il reste encore de belles choses à faire. Et entendre salir ça, depuis 6 mois, ne rien faire, justifier par avance son inaction et son inertie pour faire croire que le Bruxelles est mauvais, non, on a été bon. Je le dis à la Guadeloupe, je suis fier. Ensuite, on fait de belles choses à l'Assemblée nationale. Ça déclenche ici ou là quelques irritations. J'entends ça. Je vois les libelles contre moi, contre ma personne. Bien sûr que je suis une personne humaine, que j'ai des faiblesses, j'ai des défauts, etc. On peut me reprocher ça, mais je veux voir, moi, un exécutif régional qui sera toujours sur le terrain parce qu'entouré d'experts, il n'aura pas à connaître les dossiers. Et là, on le voit déjà. Moi, j'attends quelques actes forts. Mettez-vous le costume du président et travaillez. Alors, comment vous vivez-vous depuis que vous n'êtes plus président? Mieux.
parce que ma famille me voit. Et oui, même si je suis toujours un workaholic, comme on dit. Oui, parce que je suis député et je repars dimanche. C'est pourquoi je ne serai pas là. J'assume. J'ai été élu pour travailler. Les agréments fiscaux, si je n'avais pas été là. Moi, les gens posent des questions à l'Assemblée nationale pour se faire voir. C'est du théâtre. Quand je pose une question, elle est rare. Elle est rare. Je suis ministre, j'ai été ministre. La parole de ministre après est rare, mais lorsqu'il parle, ça doit être suivi des faits. Je me suis entendu avec Valls, c'est lui qui me répondait, et pas n'importe quel ministre, me dire, Victorin, c'est supprimé. C'est entendu à l'avance. Bien sûr, sauf si vous voulez faire du théâtre. Faire un show pour vous montrer à la Guadeloupe que je travaille, mais vous n'obtenez rien du tout. Ensuite, vous dites, mais c'est moi qui ai posé la question en premier. Vous trépignez. J'ai posé la question le premier. On m'a pris mon dossier. Mais oui, c'est pas ça la vie. Le pouvoir, c'est pas un jeu médiatique. Surtout médiatique, c'est du vent. C'est du vent, et je le dis très clairement. Mais vous savez, ça va pas durer tout ça. On va juger aux actes et aux faits. Et donc, moi, depuis 6 mois, je laisse travailler le président. Il faut lui donner le temps. C'est pourquoi vous ne m'entendez pas. Je suis devant vous, donc je réponds. Mais on ne peut pas dire qu'on m'a entendu à critiquer chaque semaine, à passer mon temps à faire des communiqués. Je fais des communiqués sur de grandes choses. Sur d'autres choses ici qui sont aussi grandes, je prends le temps de comprendre et du recul. Je les laisse travailler. 6 mois, c'est peut-être un peu tôt pour le juger. Mais en revanche, quand on juge mon bilan, on juge mes comptes, je suis là avec les chiffres produits par lui-même. C'est le président qui a fait mon bilan. C'est pas moi qui l'ai fait, ce document. Mais il ne le lit pas. Il ne le lit pas. Donc, il y a 52 millions d'excédents. Et je vais vous montrer quelque chose. Donc, ça, c'est édifiant. C'est ça. Voilà. Vous voyez ça ? On a reçu en décembre les mandatements. Tous les mois, oui. Vous avez là, on a payé 58 millions de dépenses en décembre. J'ai quitté le 18 décembre. Il a fait 12 jours. Et en décembre, vous recevez ici, là, 75 millions de recettes. Il prétend... C'est les recettes qu'on parlait tout à l'heure. Il prétend qu'il y aurait 58 millions de factures impayées. C'est faux. En plus, lorsque, ça s'appelle des restes à réaliser, vous avez fait des choses en 2015, les factures sont arrivées plus tard, vous les payez, vous les mettez en reste à réaliser, et vous avez un délai pour payer. Il a 40 millions de plus. Et lorsqu'il dit qu'il a trouvé... En recettes, vous voulez dire ? En recettes. Mais donc, ce qu'on voit dans les documents, c'est que... Il a dit qu'il a trouvé 8 millions, pardonnez-moi, je vous laisse, qu'il a trouvé 8 millions. Vous prenez le compte de gestion du payeur, je crois qu'il y avait 17 millions dans la caisse du payeur. Ce sont des mensonges. Et c'est pourquoi je lui demande un débat droit dans les yeux, avec les chiffres. Et je demanderai simplement des journalistes qui regardent les chiffres pour dire oui, c'est faux, c'est pas faux, des intox, comme disent les journalistes de Libération. Non encore affectés. Non, il y aura 18 millions à affecter, 18 millions, 19 millions. C'est en fait l'excédent de la section de fonctionnement qui sera ensuite affecté. C'est une nouvelle exigence de l'instruction comptable qui doit affecter les résultats. Au total, vous avez 52 millions, arrondi, 51 millions 8. Comment peut-on dire, ah oui, vous comprenez ? Nous sommes trop endettés. Parce que vous faites vous comprenez, nous sommes trop surchargés. Non, c'est faux. Endettés, si vous aviez plus de 15 ans, nous sommes à 5 années 2. J'ai entendu dans un audit que je ne connais pas, ce serait cette année. Et même si c'était cette année, c'est moitié moins que le plafond. Qu'est-ce qu'on raconte aux Guadeloupéens ? Pour préparer quoi ? Une inertie, depuis 6 mois on ne fait rien. Mais pire encore, cher monsieur, lorsque le président se déplace, il va, tiens une route, je vais faire une bretelle là. 100 000 tonnes de bananes, moi j'ai signé. C'est pas lui, j'ai signé. Maintenant j'entends que, le gouvernement ne veut pas, donc lui non plus il ne veut pas. Je vais faire ça. Que je vais faire une piste super motard. Je vais supprimer piste super motard, on en avait parlé dans l'émission, là je crois que c'était pas trop à l'ordre du jour. Moi j'aimerais voir ça, je lis dans votre journal France Antilles, il faut faire de la pub. Oui, qu'on a abîmé Saint-Jean-Bosco. Victorin Lurel qui parle, loi dans les yeux guadeloupéens. On a sauvé Saint-Jean-Bosco avec l'évêché, depuis le père Cabot jusqu'à maintenant l'évêque qui est la Monseigneur Rio Creux. On a sauvé. On a même fait la chapelle.
la chapelle. Et on a donné des subventions plus qu'il n'en fallait, on le sait. Terrain, la fondation de Toué, qui est une grande fondation, qui est connue pour sa pédagogie, fait cette bonheur-là de venir dire, nous allons respecter l'identité et l'histoire de celui-là, et nous allons mettre une pédagogie plus active. J'entends qu'on dit qu'on a vendu pour une bouchée de pain, c'est parce qu'on n'aime pas les Français ou parce qu'on n'aime pas quoi? Il y a un vrai souci là. Il ne suffit pas de parler comme ça, il faut peser les mots. Et donc moi, je suis assez surpris par ces premiers 6 mois, mais je le laisse gérer. Pour le moment, je défends mon bilan. Jean-Luc Boubin, vous aviez une question. Oui, comment se porte la fédération du Parti socialiste de la Guadeloupe? Un parti peut toujours se porter mieux, mais je crois qu'il se porte bien, franchement. Nous sommes le principal parti du pays. On a 28 sections. Oui, il faut rénover certaines, il faut créer encore d'autres, il faut un peu dynamiser ceux qui sont endormis. Il y en a, je l'avoue. Nous avons pas mal de maires en commune avec nous. On dirige le département. On a une forte minorité à l'Assemblée. C'est la première fois qu'il y a une opposition constructive. Je le répète, on veut travailler avec le président Chalus s'il le veut. Il est président, s'il échoue, c'est la Guadeloupe qui échoue. On fait des propositions constructives. Mais lorsqu'on voit que l'élection est terminée, mais en fait la campagne n'est pas terminée, et qu'on continue à dire des choses, c'est un peu détestable. Pour le reste, le parti se restructure en permanence. Constamment, il faut remettre l'ouvrage sur le métier pour coller à la réalité, aux désirs des militants. Et Hilaire Boudet fait du bon travail, je l'avoue, c'est un bon premier fédéral, toujours en concertation. Hier soir encore, on était ensemble, c'est bien. C'est l'unité effective affichée derrière. C'est pas simplement affiché, elle est réelle. Elle est réelle. Elle est réelle parce qu'on respecte les camarades. Contrairement à ce que j'ai entendu dire, elle est un dictateur. Je ne décide. La preuve, je vous dis avec précaution, je suis candidat à la candidature, mais je ne déciderai jamais que j'irai aux législatives. Si le parti me dit de ne pas y aller, je n'irai pas. Je peux vous le dire, je respecte mon parti. Sauf lorsqu'on me demande des sommes folles à Paris, où vous payez 2800 € par mois, et en voulant me faire payer des arriérés de ministres, et non. Donc on s'est entendu récemment en disant maintenant on peut s'entendre. Depuis 35 ans que je suis à jour de cotisation, il y a eu une méchanceté qui a été faite dans les colonnes du Canard, mais j'ai l'habitude, c'est la campagne qui commence tout ça et n'est pas de si mauvais augure. Donc il faut savoir vivre cela. Même les critiques que j'entends, les mensonges que j'entends. Mais moi ce que je veux entendre, et je le dis publiquement, puisque un audit a été fait, j'ai été traité de voleur. Vous avez entendu ça? J'aurais piqué le mobilier. Vous avez entendu ça. J'aurais enrichi le 12 avril. J'aurais enrichi la famille L. Et toutes les personnes dont le nom commence par la lettre L seraient mes parents. Donc ça relève du pénal. Je veux voir dans cet audit Victorin Lurel en magouilleur, en voleur, ayant enrichi sa famille, s'étant enrichi personnellement. Je veux voir ça. C'est dommage que je ne sois pas là, mais je reviendrai après les grands textes qui passent, et puis on prépare l'égalité réelle, mais on en parlera si vous le voulez. Je demanderai à M. Chalus de s'expliquer. Je le dis. Je ne peux pas laisser passer ça. Il y va de mon intégrité, de ma probité. J'ai dirigé avec cette belle majorité pendant 11 ans, avec Josette Torel l'Incertain. Je le dis ici avec vertu et probité. Et lorsque quelqu'un qui fait mine de ne pas comprendre, mais qui ne sait pas qu'il a gagné, il a gagné avec 25 000 voix, moi, j'ai infligé à M. Chouroui 28 à 30 000 voix, 103 000 voix. Personne n'a fait ça. Je ne me monte pas du col pour autant. Bon, je dis simplement, je veux voir cet audit. J'entends, moi, par M. Bagassien, votre collègue, que ce serait un audit, qu'il serait le seul d'ailleurs peut-être à l'avoir, ou sauf si vous l'avez reçu, et vous ne m'en dites rien. Moi, je ne l'ai pas. Bon, je veux voir si j'ai volé, si j'ai magouillé dans les marchés publics, si j'ai donné à mes amis, je les ai enrichis. Je veux voir ça. Qu'est-ce qui relève du pénal? M. Chalus devra en répondre, parce qu'il m'a diffamé le 12 avril. C'est dans un procès verbal. Je veux voir ça. Oui, vous portez en fait au Parlement à l'Assemblée nationale des textes assez importants sur l'égalité, vous venez juste d'en parler, sur la reconnaissance des effets au niveau pénal de la fonctionnaire de la Taubira. Comment ce travail est perçu par vos alliés au sein de l'Assemblée nationale, au sein de l'hémicycle? La meilleure réponse à vous donner, c'est que tout le groupe l'a signé.
Et hier mardi, le ministre Patrick Caner m'a cité en disant les beaux amendements portés par Victorine Lurel qui nous fait renouer avec une grande histoire, celle de la justice. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, lorsqu'il y a des actes racistes, on ne peut condamner les actes d'apologie de crimes de guerre que pour la Shoah. Si c'est l'Arménie, si c'est l'esclavage, c'est pas possible. Si vous vous appuyez sur la loi Taubira, on vous dit elle est mémorielle, mais elle n'est pas pénale, elle n'a pas de force normative. Elle n'est pas revêtue, comme dirait le Conseil constitutionnel, de force normative. Donc, certains législateurs disent ça ne sert à rien. Non, ça sert pour beaucoup, mais il faut aller plus loin. Donc, je tente de fermer cette fenêtre-là, de dire que toute apologie, toute atteinte portée à l'honneur des descendants, de déportés, d'esclaves, etc., ou des victimes de l'esclavage, de crimes de guerre, de génocide, toute apologie qui serait faite, eh bien, serait passible de peine. Et que les tribunaux seront obligés de déclarer recevables ces plaintes-là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez entendu des déclarations racistes ici, en Martinique, Courrèges, le grand couturier. Ce n'est pas condamné. Ce qui est condamné, c'est vrai, ce sont les injures racistes, ce sont les insultes. Mais l'apologie, pour vous dire par exemple, oh, l'esclavage, on vous a donné une âme. On vous a baptisé, donc on vous a civilisé, on vous a humanisé. Ensuite, l'esclavage, les gens étaient heureux, on leur donnait un métier. On n'aime pas trop les métis, avoir dans la même famille des cheveux frisés, lisses et drus ou trucs. Ce sont des actes racistes. C'est une apologie d'un univers concentrationnaire et de crimes contre l'humanité. Alors il y avait une contradiction dans les textes. Premièrement, déclarer, reconnaître c'est un crime contre l'humanité, mais ne pas lui donner une force de sanction, donc on va corriger ça. Mais deuxièmement, laisser vivre à côté le fameux texte du 30 avril 1849 ayant indemnisé les colons esclavagistes. Alors on va en parler dans un instant, parce que c'est l'heure pour nous de lancer la publicité. Donc publicité, on se retrouve tout de suite après.